Le film noir est né aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale, sous la double influence des nouvelles de Dashiell Hammett et de la tradition des films de gangsters. Ce qui différencie Hammett de ses prédécesseurs dans la littérature policière, c'est le peu d'intérêt qu'il consacre aux mystères à résoudre, aux problèmes à solutionner. Ce qui intéresse Hammett, ce sont ses personnages, malmenés, faillibles, en prise à un environnement qu'ils ne parviennent pas à contrôler. Un environnement urbain, nocturne et corrompu, traduisant une sourde révolte contre le fatalisme social. Hammett avait pour compagne Lillian Hellman, partageant avec elle une même vision d'un rêve américain tournant au cauchemar pour les membres les plus défavorisés de la société. Worse than you could know. We were talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. Well, that may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. I've taken a lot of riding from you. I'm gonna take. Get up and shoot it out. Stop it, the police will be here any minute. Now talk. Oh, how can you accuse me of such a terrible... This isn't the time for that schoolgirl act. We're both of us sitting under the gallows. Les textes d'Hammett, comme par exemple La sublime Moisson rouge, transcrivent la violence des deux vagues de banditisme qui secouèrent successivement l'Amérique 15 années durant. La prohibition de la fabrication et de la vente d'alcool, promulguée au lendemain de la Première Guerre mondiale, déclencha la plus spectaculaire vague de criminalité de l'histoire des USA. Des gangsters, issus de familles catholiques, de souche italienne ou irlandaise, résidant dans les grandes métropoles du nord-est des États-Unis, organisèrent la production et le trafic d'alcool de contrebande. Les fortunes amassées par les syndicats du crime aiguisèrent l'appétit de nombreux politiciens qui n'hésitèrent pas à frayer avec les gangsters. Cette collusion entre le crime organisé et certains élus du peuple traumatisèrent profondément l'opinion américaine, provoquant une vague de paranoïa collective, encore aggravée par la Grande Dépression issue de la crise boursière de 1929. En 1933, l'élection de Franklin Roosevelt redonna un peu d'espoir au peuple américain. L'arrestation d'Al Capone pour fraude fiscale, l'abolition de la prohibition, l'esprit de justice sociale du New Deal effacèrent peu à peu les traumatismes de la décennie précédente. C'est alors qu'une deuxième vague de criminels fit son apparition. Cette fois, les bandits étaient issus de familles protestantes, résidant dans les petites villes du centre des USA. Ils avaient pour nom Dillinger, Ma Baker, Babyface Nelson, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Ces criminels étaient des solitaires mégalomanes et furent de ce fait plus faciles à combattre que les syndicats du crime de la décennie précédente. High Sierra.
Entre le début du parlant et la mise en place du code de censure promulgué par l'ancien ministre des Postes William Hayes, près de 300 films de gangsters furent produits dans les studios d'Hollywood. Ou plutôt, par un studio en particulier, celui des frères Warner. Sous l'impulsion de son patron, Jack Warner, et de son directeur de production, Daryl Zanuck, le studio se spécialisa dans un cinéma dur et violent qui reflétait sans concession les tares de la société américaine telles que la corruption, le lynchage et les dérives de l'administration pénitentiaire. Ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard, la Warner fut le seul studio à dénoncer avant tout le monde les dangers du nazisme. In 1920, Prohibition arrived, and a country just recovering from the war jitters fell into a new delirium. The bootlegger sprang into being. Overnight, he switched the nation's mind from battles to bottles. An evasion of the law became the new national pastime. Trois acteurs majeurs de la Warner marquèrent durablement le film de gangster, puis le film noir qui lui succéda sur les écrans. James Cagney, Edward G. Robinson et Humphrey Bogart. Les films de gangsters, non contents d'avoir éliminé toute trace de manichéisme moralisateur, arpentent un certain territoire urbain qui deviendra le principal décor du film noir. Ruelles malfamées, hôtels miteux dont les enseignes au néon se reflètent sur les trottoirs luisants, night-clubs fréquentés par la pègre, postes de police misérables, bureaux crasseux, entrepôts déserts. Ce tableau appuyé mêlait le réalisme le plus cru à la stylisation la plus onirique. Ce résultat s'inspirait tout à la fois de l'esthétique oppressante de l'expressionnisme allemand des années 20 et du romantisme désespéré du réalisme poétique français des années 30. À partir de 1935, sous la double influence de William Hayes, le responsable de la censure, et d'Edgar J. Hoover, patron du FBI, les productions de la Warner s'intéressent désormais aux défenseurs de la loi. Malgré une apparence moralisatrice, le genre n'évolue guère, toujours porté par le même trio vedette, Cagney, Robinson et Bogart. En 1941, en l'espace de deux films tournés à quelques mois d'intervalle, La Grande Évasion et Le Faucon Maltais, le film de gangster va basculer dans le film noir. Mais ce n'est qu'en 1945 que le film noir va prendre son véritable essor. La bombe atomique, la découverte des camps de la mort, le retour au foyer des soldats américains, traumatisés par leurs expériences dans le Pacifique et en Europe, vont à nouveau troubler les consciences. Le film noir sera jusqu'au milieu des années 50 le moyen d'expression le plus acéré des troubles et des angoisses de la société américaine. Un genre cinématographique aussi tourmenté, aussi riche en possibilités expressionnistes et métaphoriques, ne pouvait qu'attirer l'intérêt créatif d'Orson Welles. À l'époque de Citizen Kane, le jeune Orson sut à merveille s'accommoder de la machine publicitaire d'Hollywood.